Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 12 de ce Tour de France. Étape qui était la plus longue de ce Tour de France et pourtant elle a été passionnante, ce qui n'est pas toujours le cas. 218 km. Aujourd'hui, on est arrivé du côté de Saran en Corrèze, ville de fief de Jacques Chirac, à côté du musée Jacques Chirac. On passait également à côté de la ville de naissance de Raymond Poulidor, et puis également autre hommage au passé à côté du fief également d'Antoine Blondin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Antoine Blondin est l'un de ceux qui a couvert le plus de Tours de France. Il a couvert énormément de Tours de France à partir des années 50 jusqu'aux années, milieu des années 80. Peut-être même qu'il en a fait un petit peu dans les années 90. Antoine Blondin, il a suivi énormément de Tours de France pour l'équipe. Il a un peu révolutionné la manière dont on parlait du Tour de France à l'époque, dans les années 50. Débrief de l'étape numéro 12. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le résumé, on a eu une première heure de course où l'échappée a eu pas mal de difficultés à sortir. Elle est sortie en deux temps, cette échappée. D'un côté, on a eu Nils Politt, on a eu Herviti Sanchez et Max Walscheid, le sprinter de la NTT. Pardon, Rototo. Je m'en excuse. Sprinter de la NTT qui sont sortis du peloton qui roulait à vive allure. Puis dans un deuxième temps, on a eu Mathieu Burgodeau et Casper Asgreen, j'avais oublié qu'il y avait Burgodeau dans l'échappée, qui sont sortis dans un deuxième temps, qui sont restés très longtemps en chasse-patate. Ils ont réussi à revenir avec le groupe de tête, mais après le sprint intermédiaire. Donc c'était au bout de quasiment 40 km de course. Sprint intermédiaire où Sam Bennett a repris des points d'avance sur Peter Sagan. C'est pas encore une très très bonne journée pour Peter Sagan, mais vous allez le voir plus tard. 51,4 km/h, la moyenne de la première heure de course. On est à plus de 55 km/h au bout de 20 km, donc c'est pour vous dire les moyennes. 42 km/h et demi en fin de journée, l'horaire le plus rapide, même avant l'horaire le plus rapide. Donc impressionnant sur une étape comme ça. Je rappelle qu'il y avait 4000 mètres de dénivelé positif. Donc c'était l'une des étapes les plus difficiles de ce Tour de France. C'était je crois la 13e ou la 4e en termes de dénivelé positif, la plus importante. Donc pour dire que c'était pas une journée facile. Pendant très longtemps, l'échappée n'a jamais eu une grosse avance, 2 minutes 30. Pourquoi ? Parce que la Bora roulait. Peter Sagan avait envie de se racheter, sauf qu'on va s'apercevoir très vite que Peter Sagan, dans le col de la Croix de Paix, qui était donc l'avant-dernière difficulté de la journée, il n'est pas aux avant-postes. Peter Sagan, il n'est pas au top de sa forme. Tous les sprinteurs lâchent également à ce moment-là. Et certains coureurs décident d'attaquer Marc Soler dans un premier temps, suivi ensuite par Sharman de la Bora, Marc Hirschi, Craig Anderson, Tige Bennett et Quentin Paché qui arrivera à faire le jump dans un deuxième temps avec Bourman. Grosse attaque de la Sunweb qui a un coup, qui a une idée derrière la tête. Ils accélèrent encore dans le col de la Croix de Paix, Craig Anderson lâche. Puis on arrive assez vite dans le col du Sucomet. Sagan lâche et attaque de Soler, alors que Tige Bennett faisait un très très grand rythme. Attaque de Soler. Hirschi va contre-attaquer et va le déposer dans cette difficulté où il y avait des passages à plus de 17%. À certains moments, la moyenne était à 7,7, mais il y avait des passages vraiment très difficiles sur une route très étroite. Et puis dans le peloton, vous avez Alaphilippe qui attaque, mais qui attaque un peu tardivement, surtout qu'il reviendra sur un groupe de comptes qui était parti après le groupe d'attaquants. Il y avait beaucoup de monde, il y avait Roland, Kenny Elissonde, Rezou Serrada, il y avait Hugo Houle dans ce groupe-là de comptes, et ça s'entendra jamais vraiment parce qu'on connaît la vitesse de pointe d'Alaphilippe. Hirschi seul ne verra jamais le retour d'aucun autre coureur. Il s'impose du côté de Saran. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je pense que cette vidéo va faire moins d'un quart d'heure, mais comme vous savez mon respect des timings, je ne sais plus si je devrais continuer à dire des timings pendant mes vidéos, parce que chaque fois je les dépasse. On commence avec Vital Concept du côté des Bleus en top. Pourquoi Vital Concept ? Parce qu'ils ont animé la course. Et c'est ce qu'on leur demande. C'est bien quand une équipe invitée comme ça a du poids sur la course et anime la course. Et Vital Concept, on peut quand même le dire qu'aujourd'hui, ils se sont montrés avec Quentin Paché, avec également Pierre Rolland qui a fait une très très belle étape. Pierre Rolland, il faudra s'attendre à le voir au devant dans les Alpes
parce qu'il a des très très bonnes jambes, Pierre Rolland. S'il n'y a pas de souci pour Pierre Rolland, s'il est dans une échappée à un moment, il sera pas facile à gérer. Du côté du Vital Concept, 2 coureurs dans le top 5, c'est quand même pas anodin. Sur une journée comme ça, une journée difficile, ils ont été devant, ils ont montré des très belles choses. Quentin Paché, moi j'aime bien ce coureur parce que il a fait beaucoup d'équipes de deuxième division, Quentin Paché, ou même d'équipes de troisième division française. C'est un coureur que moi je voyais, alors les fois où je voyais la Coupe de France, les manches de Coupe de France, il était souvent en attaque, et à chaque fois je me disais c'est quand même con, c'est un peu comme Anto Marchi. Alors Anto Marchi, il n'a jamais été dans une grosse équipe, mais c'est des coureurs que tu vois en équipe de 3ème division, chez Roubaix, chez Aubert, Saint-Michel-Aubert 93, et tu dis c'est quand même dommageable qu'il soit dans des équipes un peu meilleures. Alors, Anto Marchi, il n'a jamais réussi à être dans une équipe un peu plus grosse. Par contre, Quentin Paché, là, cette année, il est dans une plus grosse équipe chez Vital Concept, déjà l'année dernière. Je crois qu'il était déjà chez Vital Concept. Et là, ça fait du bien. Et puis, ça fait du bien de voir une équipe devant. Alors, peut-être qu'ils gagneront pas, mais au moins, ils ont fait des podiums sur le Tour de France. Et moi, je trouve qu'ils méritent une invitation l'année prochaine. Mais ils sont très bien classés au classement Pro Tour, parce que maintenant, on ne doit plus l'appeler classement Conti Pro. Enfin, les équipes de deuxième division, voilà, ils sont en tête. Ils ont dévancé Katusha Alpecin, donc comme on sait que normalement le premier de ce classement est assuré d'être invité sur les 3 grands tours, ça pourrait être intéressant pour Vital Concept. Je mets également en plus Kenny Elissonde. Pourquoi ? Parce que c'est un coureur qui, là encore, a montré qu'il avait des très très bonnes jambes. Alors, il a souvent le rôle d'équipier. C'était le cas du côté de la Sky, mais on sent quand même qu'il a un peu plus les mains libres du côté de la Trek. Je rappelle, c'est quand même un vainqueur d'étape sur la Vuelta. Et quelle étape il avait remporté sur la Vuelta. Donc Kenny Elissonde, encore une belle journée. Après, petit point noir du côté de Kenny Elissonde, c'est un très bon coureur, mais c'est un coureur qui ne gagne pas tant que ça. C'est un peu comme Julien Bernard, qui est également hyper offensif. Ça serait bien quand même d'en claquer une ou deux de temps en temps pour ces coureurs-là. Après, Kenny Elissonde, il a travaillé énormément pendant la Sky. C'est Nibali qui a demandé à recruter Elissonde, il faut le savoir. Du côté de c'est ce que disaient les rumeurs, mais les rumeurs étaient très insistantes sur le fait que Nibali ait demandé à recruter Kenny Elissonde. Et c'est vrai que après il n'est pas sur le Giro. Moi je me serais presque attendu à le voir sur le Giro. Peut-être qu'il sera sur le Giro, parce que peut-être que des coureurs comme ça vont doubler. Mais de toute manière, il a des très très bonnes jambes. Il est en très grande forme. Même en début de saison, avant le confinement, il était déjà très en forme. Donc c'est plutôt très intéressant de le voir là. Et puis dans les déceptions, j'ai un Total Direct Energy. Alors au moins aujourd'hui, ils ont mis un coureur dans l'échappée. Mais bon, c'est que Mathieu Burgodeau. En plus, ils ont failli se faire avoir quand même, parce que Burgodeau, il s'est un peu accroché pour choper l'échappée. Quant à des coureurs comme Romain Sicard, comme Jérôme Cousin, ou même Anthony Turgy, je pense qu'ils ont les capacités d'être devant dans cette échappée-là, d'être au moins... c'est quand même dommageable qu'ils ne soient pas dans le groupe de contre, alors que BNB Hotel, ils arrivent à en mettre 2. C'est quand même incroyable que ni Romain Sicard, ni Jérôme Cousin, mais bon, c'est vrai que Cousin n'est pas le meilleur grimpeur non plus, mais ils ont réussi à mettre personne dans le groupe de tête, et quand il y a le contre, et pourtant dans le contre, il y avait énormément d'équipes représentées, puisqu'il y avait aussi Pello Bilbao, il y avait beaucoup de monde, et c'est quand même Bob Jungels aussi pendant très longtemps, et c'est quand même assez incroyable qu'ils n'aient pas réussi à mettre du monde, alors que je pense que c'était totalement à leur portée pour certains coureurs. Je trouve que Romain Sicard traverse ce Tour de France comme un homme invisible, alors que les jambes sont là, parce que lors de l'étape 2, il avait fini vraiment bien. Donc Total Direct Energy me déçoit depuis assez régulièrement sur les 3-4 derniers Tours de France depuis qu'il n'y a plus Vauclair. Ils m'ont toujours déçu. Je trouve et même les derniers Tours de Vauclair n'étaient quand même pas exceptionnels aussi. Donc parce qu'ils conçoivent déjà mal leur équipe, je pense que leur start list est pas bonne, et puis derrière ils font beaucoup d'erreurs de management. Je passe très rapidement au coureur au top. Je vois que je suis déjà à 10 minutes et je veux vraiment pas être trop long. Hirschi et Lesson Web du côté des coureurs au top. On met de moins en moins d'habillage dans ces vidéos. Hirschi au top parce que il nous a montré encore la grande classe. C'est-à-dire partir dans le Succomet, surtout dans la manière où il est parti, c'est-à-dire il solaire attaque,
Tu crois il attend de voir si son équipier est capable de revenir. Il voit que Tige Bennett est au bout du rouleau. Paf, il contre. Il largue ensuite Soler, mais sans s'arrêter. Et il colle le 35 secondes à Marc Soler et Bourman, les deux derniers vainqueurs de Paris-Nice. Donc ils sont quand même pas des branquignoles. Alors Bourman n'est pas le meilleur sur ce type de montée avec beaucoup de pourcentage, mais Soler a quand même déjà montré des belles choses sur des forts pourcentages. Et pourtant, il leur a montré qui c'était le patron dans la descente. Là encore, il est impressionnant. Hein. Alors, il y a une prise de risque déjà qui est importante, mais il a quand même le talent de descendre de cette manière. C'est-à-dire, je sais pas s'il s'il calcule pas les risques, peut-être le cas, mais oui, il est assez incroyable. Et c'est vrai que quand Chellaral compare à Mbappé, je sais pas s'il a le talent d'Mbappé, il est un peu plus vieux qu'Mbappé quand même. Mais Hirschi, on a un futur grand, un futur très grand. Je l'annonce. Peut-être qu'on me le remettra dans la gueule dans quelques années. Mais j'annonce que Marc Hirschi, pour moi, c'est un futur très grand dans le cyclisme. Il nous l'a montré aujourd'hui. Il l'a fait avec classe. Il l'a fait avec classe, avec intelligence. Parce que n'importe quel coureur aurait sauté dans la route solaire. Et lui, il a l'intelligence de se dire, je suis quand même encore loin de l'arrivée. Je suis quand même pas si sûr de mon coup que ça, parce que le Succomé, c'est encore loin de l'arrivée. Je vais voir si Tige Bennett peut revenir. Bon, je vois au bout de 50, 100 mètres qu'il n'arrive pas à revenir. Paf, j'attaque. Et puis ensuite, je contre Soler d'un coup, parce qu'il ne s'est pas mis dans la roue. Non, il l'a contré tout de suite. Alors, solide Marc Hirschi pour l'avenir. Et puis au top également, la Jumbo-Visma, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même vachement bien profité du travail des autres. Ils n'ont pas mis un coup de pédale devant. Ils ont fini l'étape tranquille, parce qu'il n'y avait pas besoin de rouler fort, d'aller chercher la victoire d'étape. Ils auraient pu pourtant le tenter avec Wout van Aert, mais là on voit l'intelligence également d'une équipe calme jaune. Mais ça fait quand même depuis 2 jours que Jumbo-Visma, ils roulent pas vraiment. Ils font pas énormément d'efforts. Donc ça, c'est très intelligent, parce qu'avec le maillot jaune, ne pas être obligé de contrôler la course, c'est toujours bien. Et du côté de la Jumbo, aujourd'hui, on les a pas vus devant, à part sur les 25 derniers kilomètres, mais ça roulait très lentement. Donc vraiment une journée tranquille pour les équipiers. Et on voit, ils finissent très nombreux dans le premier peloton. Tony Martin, c'est un peu reposé, mais demain il va avoir une sacrée journée de toute manière pour les Jumbo, donc c'est bien de s'être reposé aujourd'hui. Du côté des flops, je commence avec Trentin, parce qu'il finit très très loin encore dans le sprint, et pourtant je m'attendais à beaucoup de Trentin aujourd'hui. Alors je sais que son équipe, en plus ils ont perdu Zakharin, est quand même pas au top. On a vu enfin De Marquis en passant, parce que j'avais dit que De Marquis était un peu l'homme invisible dans ce début de Tour de France. On l'a vu. Geschke a roulé énormément aussi pour Trentin, et au final Geschke, je crois que j'ai mis comme favori demain sur la présentation de l'étape 13. Je vais peut-être regretter, mais du côté de Trentin, ça a été décevant, je trouve, depuis le début de Tour de France. Il arrive à s'en sortir sur les sprints intermédiaires, mais pas dans les sprints où il y a tout le monde, donc c'est un peu dommageable. Et puis Sagan et Labora, parce que rouler aussi fort, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il y avait l'envie de remonter dans les points. Sagan pensait peut-être qu'il allait passer la côte. Très clairement, pour moi, la côte n'était pas si difficile que ça. Et j'avais mis dans mes favoris Sagan, si je remonte, parce que j'avais mis Sagan, c'est pas celle-là. J'avais mis Sagan, Trentin et Coca. Autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu le bon coche. J'ai le compas qui m'a crevé l'œil à ce niveau-là, mais du côté de la Bora, c'est surtout le manque d'intelligence. Revenir à 20 secondes ou 30 secondes du groupe de tête au pied d'un col comme le col du Pay, c'est être sûr qu'il va y avoir un compte derrière. Fallait pas avoir bac plus 10, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour se faire contrer, les Bora. Et là, je trouve que ça s'appelle quand même avoir du talent. Puis Sagan, il est pas dans le coup depuis le début du Tour de France. Le maillot vert, je sais même plus s'il faut qu'il y pense encore, vu le nombre de points de retard qu'il possède. Parce que les sprints intermédiaires, ça va pas suffire. Il faudrait qu'il en remporte quelques-uns, des sprints intermédiaires. Il y a encore l'étape de Bourg-en-Bresse, mais peut-être l'étape de Lyon, mais je suis pas sûr qu'il passe l'étape de Lyon, très clairement. Parce qu'il faut savoir que l'étape qui fait clairement Lyon, avec la côte de la Croix-Rousse et la côte de la Luchère dans le final, est considérée comme une étape de plat.
Parce qu'en plus, aujourd'hui, même s'il avait gagné Sagan, il gagnait que 30 points. Donc ça suffisait pas pour choper le maillot vert, vu que c'était une étape accidentée qui donnait donc moins de points qu'une étape de plat. Mais l'étape de Lyon est considérée comme une étape de plat. Lyon, où je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance, avec les propos du maire de la ville, avec ses propos sur le fait que le Tour de France était machiste et polluant. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres événements. La fête des Lumières, c'est vrai que c'est extrêmement écolo à Lyon. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maverick Production. Ciao, ciao!